Une ligne perdue dans un télégramme classifié a ouvert une brèche inattendue au cœur du Sahel. En 48 heures, un ultimatum sur 70% de l'or national a transformé un dossier technique en test de survie politique. Comment un pays peut-il protéger son avenir quand un simple message prétend peser plus lourd que la volonté d'Ibrahim Traoré et de 18 millions de citoyens? À Ouagadougou, sous la chaleur rouge du matin, le silence des couloirs a déjà commencé à compter les secondes, avant que le pays ne choisisse entre peur et souveraineté. Ce récit promet de dévoiler non seulement l'origine de l'ultimatum, mais surtout les mécanismes invisibles qui ont transformé une simple note diplomatique en déflagration politique. La promesse centrale est celle comprendre en 10 à 12 mots comment une décision apparemment technique devient une question d'avenir national. Dans ce chapitre, chaque élément sera posé comme une pièce d'engrenage, acteur, pression, risque, afin de montrer comment un pays enclavé peut voir sa souveraineté peser contre la valeur froide de ses ressources. Le principal enjeu repose sur un dilemme brutal: céder et obtenir un répit financier immédiat, ou refuser et exposer le pays à une possible tempête diplomatique. Cette tension ne concerne pas seulement les institutions, elle touche les quartiers, les villages, les marchés où circulent rumeurs, peur et espoir. Pour que la suite prenne tout son sens, une micro-question demeure en filigrane. Que révèle vraiment une exigence chiffrée lorsqu'elle prétend décider à la place d'un peuple? Et c'est cette interrogation, simple mais décisive, qui guidera l'ensemble du récit. La première fissure apparaît dès l'aube. Un câble confidentiel, marqué d'un sceau écarlate, exige une décision en 48 heures et bouleverse l'équilibre politique du pays. La seconde révélation, tout aussi brutale, tient dans un chiffre sec: 70% de l'or national pourrait échapper au contrôle souverain si le document était accepté tel quel. À partir de ce moment, le décor se met en place avec la précision d'une mécanique ancienne. Sous les néons du palais, Ibrahim Traoré découvre que l'ultimatum n'est pas seulement une demande économique. Il s'agit d'un rappel silencieux d'un système qui, pendant des décennies, a conditionné l'Afrique à céder ses ressources en échange d'une stabilité fragile. Les couloirs encore tièdes portent fort l'écho des discussions feutrées: dettes accumulées, concessions minières héritées, accords signés avant même la naissance d'une partie du gouvernement actuel. Au dehors, Ouagadougou s'éveille dans la chaleur rouge, ignorant encore que la journée deviendra un point de bascule. Le câble, relu ligne par ligne, exposait aussi ce qui ne se dit jamais à voix haute: le poids réel des créanciers, les pressions diplomatiques, les risques d'isolement. Mais il révèle surtout une trame géopolitique élargie. Depuis des mois, les mouvements sur les cartes du Sahel montrent la montée progressive d'un nouvel échiquier, où les puissances étrangères surveillent chaque décision liée à l'or, comme si elle annonçait un redessinement des rapports de force. Bon. Les analystes locaux parlent d'une rupture annoncée, tandis que certains médias africains y voient une chance historique de rééquilibrage. Dans les rues, la rumeur commence à circuler, lente mais insistante. Les radios évoquent prudemment d'un document explosif, les marchés bruissent de questions sans réponse, quelques conseillers murmure que le pays s'apprête à vivre son moment de vérité. Et, au centre de cette tension grandissante, Ibrahim Traoré comprend que la crise ne se réglera ni dans le secret d'un bureau, ni dans le bruit des foules, mais dans la clarté des décisions à venir, celles qui redéfiniront la valeur de chaque once d'or encore enfouie sous la terre du Sahel. Dans la salle de crise improvisée, une figure s'impose comme fil conducteur: une économiste au ton calme, issue du ministère des Finances, chargée de déplier les implications réelles de l'ultimatum. Son rôle n'est pas de dramatiser, mais de traduire chaque ligne du document en conséquences palpables pour les mines, les recettes publiques et les circuits commerciaux. À ses côtés, un ingénieur des sites aurifères complète le tableau
apportant une vision ancrée dans le terrain, la sécurité des gisements, les flux de transport, les vulnérabilités techniques laissées par les opérateurs étrangers. Le premier micro-cas apparaît dès les premières heures. Dans une concession de l'Ouest, l'ingénieur confirme que deux points d'accès numériques permettent encore l'exfiltration discrète de données de production. Une simple défaillance pourrait offrir une visibilité totale aux sociétés extérieures. L'équipe décide alors de couper immédiatement les canaux vulnérables, geste modeste mais symboliquement décisif. Il montre que la souveraineté ne commence pas dans les discours, mais dans la maîtrise des lignes techniques. Le second micro-cas surgit au sud de Ouagadougou. Une coopérative minière locale, informée par rumeur, craint que le refus du pays entraîne un gel brutal des achats internationaux. L'économiste se rend sur place, explique que l'enjeu actuel n'est pas la fermeture du marché, mais la récupération du contrôle sur les flux. Cette clarification apaise les inquiétudes et confirme que, sans pédagogie, la crise pourrait se fragmenter en malentendus successifs. Au centre du dispositif, Ibrahim Traoré écoute, recoupe, demande des chiffres précis avant chaque décision. Il sait que l'épreuve ne se gagnera pas par la force mais par la cohérence des premiers pas, ce qui fixe la trajectoire d'un pays entier. L'activation commence avant même que le soleil ne touche les toits d'Ouagadougou. À 6h30, les conseillers militaires reçoivent un ordre simple, tranchant: verrouiller les zones pétrolières, sécuriser les convois aurifères, suspendre toutes les communications non protégées. Les unités se déploient sans bruit, suivant une cartographie préparée depuis des semaines pour un tout autre scénario. Mais l'urgence transforme ce plan dormant en protocole vivant. 30 minutes plus tard, un message codé circule entre les garnisons. Opération souveraineté, phase 1 activée. C'est la première bascule. Le bruit sourd des moteurs militaires traverse les quartiers périphériques. À 8h, l'événement bascule dans le public. Les forces locales prennent position dans les zones minières de l'Ouest et notifient instantanément la suspension d'autorisation à plusieurs opérateurs étrangers. Les responsables, surpris, n'ont que quelques minutes pour quitter les sites. Le réseau électrique local est brièvement interrompu pour neutraliser tout système d'écoute ou d'exfiltration numérique. Ce blackout partiel, court mais contrôlé, marque le premier acte visible de la reprise de souveraineté. À 9h, un drone civil filme une scène inattendue. Un drapeau burkinabé hissé sur une installation aurifère reprise par l'armée. L'image devient virale. Les mots dignité, or, indépendance s'entrelacent sur les réseaux. La séquence bascule en phénomène continental. Mais plus l'émotion monte, plus la tension internationale suit. Des appels urgents arrivent de Paris, Washington, Londres. Les chancelleries veulent des explications, exigent des assurances, demandent un signal d'apaisement. Rien n'est encore répondu. Le climax arrive à midi. Ibrahim Traoré monte sur une tribune improvisée. Le palais est silencieux, presque immobile. Son discours dure à peine 2 minutes. Aucune envolée, aucune concession. Nous n'avons pas de dette envers ceux qui ont vendu nos terres hier. Nous avons une responsabilité envers ceux qui les cultiveront demain. Chaque mot tombe net comme une percussion. Le soir même, les marchés financiers réagissent. L'or grimpe de 3,7% puis de 5%. Les analystes occidentaux parlent d'une onde africaine, d'autres d'un calcul dangereux. La réverbération commence dès la fin de journée. Dans les rues, les habitants allument des feux symboliques, non par triomphalisme mais pour marquer un refus collectif.
Les murs de certains quartiers affichent déjà le nom de Traoré, pas comme celui d'un chef, mais comme celui d'un point de ralliement. Les ambassades abaissent donc leur drapeau à mi-mât. La presse internationale parle de crise minière mondiale. La presse africaine, elle, titre Le Sahel dit non. Cette dissonance est stratégique. Deux récits, une même scène, un gouffre de sens. À 22 heures, Ibrahim Traoré réunit son état-major. Une seule phrase. Ils voulaient 70% de notre avenir. Ils auront 100% de notre résistance. C'est la ligne de rupture. À partir de ce moment, le pays n'agit plus en réaction. Il assume une trajectoire. Le monde, lui, commence seulement à comprendre que la crise ne se limite pas à un ultimatum, mais à une réécriture du rapport de force autour d'une ressource essentielle. Le premier repère chiffré s'impose comme un point de départ brutal. 5 milliards de dollars de dette extérieure forment la ligne de base qui étouffe depuis des années les marges de manœuvre du pays. La variation apparaît aussitôt dans les projections. Un scénario de cession partielle aurait réduit cette charge d'environ 40%, mais au prix d'une perte définitive de contrôle sur les gisements aurifères. Cette équivalence arithmétique précise montre que tout gain financier rapide peut se transformer en affaiblissement stratégique durable. Le deuxième chiffre éclaire une autre fracture. Le Burkina Faso extrait environ 85 tonnes d'or par an, mais près des 2 tiers échappent historiquement à la supervision nationale. La delta se situe alors dans la transition d'un modèle dispersé vers une gouvernance centralisée des ressources. L'explication technique est simple. Chaque tonne non tracée équivaut à des pertes fiscales, à des recettes évaporées et à un affaiblissement direct des capacités publiques. Ce décalage entre potentiel et captation réelle a longtemps structuré le rapport de force entre acteurs locaux et étrangers. Il devient maintenant une métrique de souveraineté. Le troisième chiffre, plus récent, dévoile la conséquence immédiate de la rupture. Les recettes minières publiques augmentent de 22% au premier trimestre suivant la décision. Cette hausse, quoique fragile, constitue une variation significative qui illustre l'effet d'entraînement provoqué par la reprise de contrôle. La phrase clé des économistes pour l'expliquer est claire. Une ressource maîtrisée génère plus de valeur qu'une ressource concédée. Autrement dit, la croissance ne provient pas d'une augmentation de production, mais d'une réorganisation du cadre de partage. Dans ce paysage chiffré, Ibrahim Traoré lit non pas des signaux isolés, mais une structure. Les chiffres deviennent pour lui des instruments de navigation, non des menaces. L'équipe économique identifie alors 3 trajectoires, dont chacune montre comment les variations chiffrées se transforment en lignes politiques. Dans la première trajectoire, dite concession contrôlée, la dette diminuerait nettement, mais la souveraineté s'effriterait au même rythme. Dans la seconde, appuyée par un bloc africain, un moratoire stabiliserait les engagements extérieurs tout en permettant la création d'un fonds minier hybride. Les chiffres n'y baissent pas immédiatement. Ils se déplacent. Le risque serait d'accepter l'immobilisme sous couvert de prudence. Dans la troisième trajectoire choisie par le pays, le PIB pourrait reculer de 3,2% la première année, mais chaque once d'or resterait sous pavillon national. Cette contraction apparente est la contrepartie logique d'une consolidation institutionnelle qui vise un horizon de long terme. L'explication donnée par les analystes africains est limpide. Les pertes initiales sont un investissement dans la reconfiguration des flux internes. Les chiffres révèlent aussi des déplacements silencieux. La baisse de 18% des transactions en francs CFA en 3 mois, remplacées par des paiements en monnaie locale ou via des partenariats bilatéraux.
Ce signe discret marque l'un des changements les plus profonds, car il touche au socle monétaire qui sous-tend l'organisation économique régionale. Ainsi, les données cessent d'être une abstraction. Elles deviennent les briques d'une architecture que le pays construit pas à pas, une architecture où les variations ne sont plus subies mais orientées. Le premier argument des pragmatiques s'articule autour d'une inquiétude centrale. Un pays enclavé, dépendant de ses partenaires financiers, ne peut affronter seul les pressions d'un marché mondialisé. Selon eux, le geste d'Ibrahim Traoré relève d'un héroïsme coûteux. Il rappelle les précédents régionaux. La Libye étranglée par les sanctions, le Zimbabwe affaibli par l'isolement, la Guinée confrontée à des blocages structurels après ses ruptures successives. Pour ce camp, dire non aux créanciers revient à se déconnecter des circuits vitaux du commerce international. Ils redoutent une spirale, raréfaction des financements, hausse des coûts d'importation, ralentissement industriel, perte d'expertise locale. La souveraineté, disent-ils, n'a de sens que si elle ne détruit pas la capacité d'action économique. En face, la thèse des partisans de la rupture s'appuie sur une lecture plus profonde du système. Pour eux, la dépendance financière n'est pas une fatalité, mais un choix reconduit, souvent par inertie. Ils affirment que l'ultimatum sur les 70% d'or ne représentait pas une solution, mais un piège. Céder, aujourd'hui, équivaudrait à renoncer définitivement à la maîtrise d'un levier stratégique central. Ils soulignent que les premiers signaux internes, hausse de 22% des recettes minières publiques, réduction des importations superflues, montée des échanges régionaux, prouvent qu'un espace de reconquête est possible. Leur position ne nie pas les risques, elle affirme simplement que le coût réel réside dans la continuité d'un modèle déséquilibré. La riposte fondée sur ces faits du récit tranche entre ces deux visions. Les données montrent que le pays ne s'est pas effondré après la décision. Au contraire, certaines variables clés se sont réorientées. Consolidation des mines, création de partenariats africains, réduction progressive des transactions en francs CFA. La contraction potentielle de 3,2% du PIB, loin d'être un effondrement, correspond au prix d'un réalignement structurel. Ce que révèle l'ensemble des chiffres, c'est que la décision d'Ibrahim Traoré n'est ni un acte impulsif, ni une fuite en avant, mais une expérience grandeur nature visant à tester les limites d'un modèle économique hérité. La bascule commence ici. Ce point médian marque l'instant où la crise cesse d'être une réaction pour devenir une stratégie assumée. Dans la soirée du 8e jour, un message bref apparaît sur les écrans. Nous ne vendrons pas demain ce que nous avons reconquis hier. 8 mots qui résonnent comme une signature politique. Attribuée à Ibrahim Traoré, la formule agit comme un coup de tonnerre géopolitique. Derrière cette phrase, un élément longtemps invisible surgit enfin: l'existence d'un protocole secret liant 3 pays du Sahel autour d'un même engagement: protéger leurs ressources stratégiques comme un bloc unifié. Ce traité, appelé plus tard bouclier AES, change immédiatement l'équation. Là où les analystes internationaux prévoyaient l'isolement d'un pays seul, ils découvrent soudain un réseau de solidarité régionale déjà opérationnel. Les répercussions sont instantanées. Au Mali, au Niger, en Guinée, les gouvernements réévaluent discrètement leurs contrats miniers. Les termes copropriété, renégociation, souveraineté des ressources surgissent dans les communiqués officiels. Le choc touche aussi le marché. Les compagnies occidentales gèlent leurs projets, tandis que plusieurs consortiums asiatiques se positionnent prudemment, sentant que l'échiquier vient de se déplacer.
Pour la première fois, la décision d'un seul pays devient le déclencheur d'un réalignement régional. Cette révélation marque le véritable milieu du récit. Ce n'est plus seulement l'histoire d'une résistance, mais celle d'un basculement collectif où chaque geste burkinabé redéfinit les règles du jeu. Les répercussions concrètes apparaissent d'abord chez les acteurs nationaux. Pour les institutions publiques, la reprise de contrôle sur les sites miniers transforme immédiatement la structure budgétaire. Les recettes minières, déjà en hausse de 22%, alimentent un fonds interne destiné aux infrastructures prioritaires. Les ministères constatent une amélioration de la trésorerie qui permet d'éviter des emprunts d'urgence. Dans les zones rurales, les coopératives minières locales, longtemps marginalisées, obtiennent des contrats plus transparents. Ce rééquilibrage redonne de la légitimité à l'État, qui montre qu'une souveraineté économique peut produire des effets tangibles sans attendre des décennies. Pour les Doani Ngip, l'impact est plus contrasté. Les sociétés étrangères voient leurs privilèges réduits, mais certaines entreprises africaines identifient des opportunités nouvelles. Co-investissement, transfert technologique, exploitation sous supervision burkinabé. Les PME locales liées à la logistique ou à la transformation trouvent enfin un espace pour se développer. Ce changement crée une dynamique différente de la dépendance habituelle. Les contrats, désormais révisés, imposent un minimum de valeur ajoutée nationale. Les entreprises les plus adaptatives voient dans la nouvelle politique une chance de s'inscrire dans une économie moins volatile. Chez les non-alignés et la diaspora, l'effet est symbolique mais puissant. Dans les universités africaines et américaines, les débats se multiplient autour du modèle Traoré. Les jeunes chercheurs y voient un laboratoire politique rare, un pays qui ose tester les limites de l'économie mondialisée sans s'effondrer. Les collectifs citoyens lancent des campagnes pour financer des écoles techniques et des programmes de formation minière. La diaspora, souvent critique des choix étatiques, observe cette fois une cohérence qui la pousse à réengager ses compétences. Les chiffres confirme cette dynamique. L'émigration chute de 12% en 6 mois. C'est un signe modeste, mais réel. Enfin, le Kouvuk-Kokte réagit avec une tension croissante. Les flux d'or transitant par les ports ouest africains diminuent de 15%, conséquence directe de la nationalisation burkinabé. Les banques régionales envisagent la création d'un fonds souverain africain, tandis que certaines puissances occidentales réévaluent leur position diplomatique. Les consortiums asiatiques avancent prudemment, mesurant la valeur stratégique d'un partenariat à long terme. Dans les capitales du Nord, la question revient sans cesse. Que signifie vraiment un Burkina Faso qui tient sa ligne? La réponse n'est ni économique ni militaire, elle est politique. Au cœur de cette recomposition, Ibrahim Traoré maintient un cap constant. Ses discours restent sobres, sans triomphalisme, il insiste sur la méthode, la patience, la continuité. Ainsi s'installe une réalité nouvelle. La décision de refuser un ultimatum n'a pas seulement changé la position du pays, elle a déplacé l'équilibre de toute une région. Le premier scénario, dit scénario de base, repose sur une progression lente mais maîtrisée. Le Burkina Faso consoliderait le bouclier AES et finaliserait des accords techniques avec plusieurs partenaires asiatiques pour stabiliser les circuits d'exportation. La croissance annuelle oscillerait entre 1,5 et 2%, portée par une meilleure traçabilité des ressources et par l'augmentation progressive de la valeur ajoutée locale. Les flux financiers, désormais recentrés vers les institutions nationales, offriraient une marge de sécurité limitée mais réelle. Dans ce cadre, les tensions diplomatiques persisteraient, mais sans se transformer en confrontation directe. La population, habituée à une nouvelle discipline économique, développerait un sens accru de responsabilité collective. Ce chemin n'est ni spectaculaire ni simple, mais il demeure tenable.
Le deuxième scénario, résolument optimiste, verrait l'élargissement du modèle burkinabé à un groupe plus large d'États africains. Une monnaie numérique régionale, déjà en discussion au sein de plusieurs capitales, remplacerait partiellement le franc CFA dans les échanges intra-africains. La mutualisation des infrastructures, la création de corridors miniers protégés et l'intégration des politiques fiscales renforceraient la cohésion du bloc. Dans ce contexte, les investissements communautaires exploseraient: agriculture, santé, éducation, transformation minière. L'effet d'entraînement offrirait aux centmétrices, au pays, un horizon nouveau où la souveraineté économique deviendrait un principe partagé plutôt qu'une exception isolée. Le rôle du Burkina Faso basculerait alors vers celui d'un catalyseur de confiance régionale. Le troisième scénario, nettement pessimiste, verrait le retour des sanctions et l'intensification des pressions diplomatiques. L'accès aux importations stratégiques se réduirait, la spéculation interne s'intensifierait et certaines élites économiques envisageraient un repli financier. Les tensions sociales fragiliseraient la cohésion nationale. Le pays ne s'effondrerait pas, mais avancerait sur une crête étroite. Inflation, ralentissement industriel, perte progressive de capital humain. Ce chemin mettrait à l'épreuve la résilience institutionnelle construite durant les premiers mois de réorientation. Entre ces trois trajectoires, une constante demeure. Aucun pays ne peut s'affirmer durablement s'il ne maîtrise pas les mécanismes qui régissent ses propres ressources. La recommandation intellectuelle la plus solide dans ce contexte tient en une ligne: penser chaque décision non comme une réaction, mais comme une architecture. Car sur le long terme, ce n'est jamais la vitesse qui détermine l'indépendance, mais la cohérence. Pour le groupe A, les citoyens directement concernés, la transformation ne se mesure plus dans les discours, mais dans la vie quotidienne. Dans les marchés, les conversations changent subtilement. On ne demande plus si le pays tiendra, mais comment il évoluera. Les artisans, les enseignants, les mineurs voient dans la nouvelle trajectoire une possibilité rare de participer à un récit qu'ils n'ont pas seulement subi, mais accompagné. La baisse de l'émigration, même modeste, a redonné un poids inattendu à l'idée de construire chez soi, plutôt que de chercher ailleurs une voie plus sûre. Pour le groupe B, les jeunes urbains, l'impact est plus immédiat encore. Les campagnes de sensibilisation en ligne, portées par des collectifs africains, transforment la souveraineté en compétence plutôt qu'en slogan. Des milliers d'étudiants suivent désormais des formations liées aux mines, à la cybersécurité, à la logistique, à l'économie des ressources. Ce mouvement révèle une bascule générationnelle. La fierté n'est plus un discours, mais un apprentissage. Les jeunes ne voient pas l'avenir comme une promesse abstraite, mais comme une série de gestes concrets qui donnent forme au pays. Pour le groupe C, ceux qui observent de loin, la portée est plus symbolique. Les artistes transforment la résistance en matière créative. Chansons, fresques murales, poèmes. Dans ces œuvres, la souveraineté apparaît comme un moteur émotionnel, un appel à trouver sa place dans un monde où l'Afrique n'est plus réduite au rôle d'arrière-plan. Les enseignants, eux, introduisent ces événements dans leurs cours d'histoire contemporaine, non pour glorifier, mais pour analyser. Comment un pays peut reprendre la parole économique et la maintenir? Dans chacun de ces groupes, le même fil conducteur émerge. La cohérence peut devenir une force collective. Et c'est peut-être là que réside l'impact le plus profond, celui qui ne s'impose pas, mais qui s'installe. Le plan qui émerge après la rupture n'est pas un manifeste, mais une méthode. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, 5 axes structurent la transition:
chacun conçu pour transformer un sursaut politique en architecture durable. Premier axe, sécurisation intégrale des mines. Des unités mixtes armées-gendarmerie assurent une présence continue sur les sites stratégiques. Chaque opération vise une règle simple. Aucune ressource ne doit quitter le territoire sans traçabilité certifiée. Cette étape crée un socle technique stable qui empêche le retour des fuites structurelles. Deuxième axe, réforme fiscale et contractuelle. Tous les contrats sont révisés selon trois critères: équité, transparence, redistribution. Les partenariats africains imposent un minimum de 40% de valeur ajoutée locale. Ce cadre limite les asymétries historiques et renforce la capacité de négociation du pays. Troisième axe, numérisation des échanges. Un système de paiement national interconnecté avec le yuan numérique et la monnaie AES réduit la dépendance au dollar et au franc CFA. Les premières transactions sont modestes, mais elles instaurent une habitude nouvelle: contrôler sa propre infrastructure monétaire. Quatrième axe, éducation économique. Des programmes scolaires expliquent la dette, les flux commerciaux, la logique des ressources. Dans les médias, des capsules pédagogiques traduisent les enjeux complexes en notions accessibles. Le mot d'ordre se diffuse: comprendre avant de signer. Cinquième axe, coopération horizontale. Le pays privilégie les alliances fondées sur la réciprocité: échanges techniques, corresponsabilité, transfert de compétences. Ce principe crée un réseau d'interdépendance choisie et non subie. Ensemble, ces cinq étapes forment une charpente cohérente. Elles ne promettent pas de la facilité, mais elles garantissent une direction claire, mesurable, tenable. Lorsque la première année s'achève, le récit retrouve les visages du début: l'économiste calme, l'ingénieur des mines, la juriste au dossier serré contre elle. Ces mêmes figures, apparues dans la salle de crise au moment de l'ultimatum, incarnent désormais une transition qui ne repose plus sur l'urgence, mais sur une cohérence patiemment construite. Sous les lumières chaudes de Ouagadougou, Ibrahim Traoré rejoint leur cercle silencieux. Il ne parle pas immédiatement. Il observe la foule rassemblée autour de la grande place où flottent des torches, des chants, des pas lents qui racontent un chemin partagé. L'économiste revoit la nuit où elle avait posé la question interdite: et si nous disions non? Elle comprend, un an plus tard, que ce non n'était pas une rupture, mais une naissance. L'ingénieur, lui, pense aux concessions sécurisées, aux systèmes réparés, aux lignes numériques fermées. Chaque geste technique est devenu un acte politique. La juriste mesure combien les mots de la souveraineté ont cessé d'être abstraits pour devenir des clauses, des cadres, des garanties. Quand Ibrahim Traoré prend enfin la parole, la foule retient son souffle. Il dit simplement: une nation se tient par sa cohérence. 8 mots, rien de plus, mais ils suffisent à refermer le cycle. Car au-delà des épreuves, le pays a redécouvert un principe simple: la fierté naît moins du bruit que de l'endurance. Dans la lumière tranquille qui retombe sur Ouagadougou, le récit s'ouvre une dernière fois vers ceux qui l'écoutent, ceux qui l'observent, ceux qui s'interrogent. La souveraineté n'y apparaît plus comme un monument figé, mais comme une conversation en mouvement constant, parfois fragile, parfois exigeante, toujours vivante. Au fil des mois, les gestes techniques, les choix collectifs, les renoncements assumés ont montré qu'un pays peut redéfinir sa propre mesure de valeur sans bruit, sans triomphalisme, sans chercher l'approbation extérieure. Pourtant, rien n'est figé. Chaque décision prochaine, qu'elle touche aux mines, aux alliances, à l'éducation économique ou au cadre contractuel, dépendra de la capacité de chacun à maintenir ce fil discret: comprendre, questionner, participer. Car l'avenir n'est pas seulement écrit dans les bureaux ou les couloirs du pouvoir. Il se construit aussi dans les discussions quotidiennes, les gestes ordinaires, les engagements minuscules. Alors,
Une question douce mais essentielle demeure. Que peut faire chacun de nous pour que cette cohérence devienne durable? Si ce récit vous a parlé, interrogez-le, partagez-le, prolongez-le, car une souveraineté vraie ne se déclare pas, elle se cultive ensemble.